Chapitre 1. La marée du siècle. Le vent de septembre balayait la baie du Mont-Saint-Michel avec une force qui semblait venir d'un autre monde. Docteur Camille Rousseau se tenait sur la digue de Genêt, ses cheveux noirs fouettant son visage, les yeux fixés sur la silhouette mythique de l'abbaye qui se découpait contre le ciel gris de Normandie. Elle était archéologue marine, spécialisée dans les phénomènes de marée, et elle attendait ce moment depuis 3 ans. La marée du siècle. Un événement qui se produisait tous les 18 ans, quand l'alignement parfait de la Lune et du Soleil créait des conditions uniques. Les eaux de la baie se retiraient plus loin qu'elles ne l'avaient fait depuis près de 2 décennies, révélant des secrets enfouis sous les sables mouvants et les courants traîtres qui avaient englouti tant de pèlerins au fil des siècles. « Docteur Rousseau !» Une voix masculine l'appelait depuis le parking. C'était Thomas Mercier, son assistant de recherche, un jeune homme de 27 ans aux lunettes circlées de métal qui portait un équipement de mesure dernier cri. « Les relevés sont extraordinaires. Le coefficient de marée atteint 119. Nous n'avons jamais vu ça depuis 2007. » Camille sourit. À 42 ans, elle avait consacré sa vie à étudier les marées de cette baie légendaire, où l'eau pouvait se retirer à une vitesse de 1 km/h, transformant le paysage dans l'espace de quelques heures. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle cherchait quelque chose de spécifique. « Thomas, prépare l'équipement de scan géologique. Nous descendons dans la baie dans 1 heure, quand la marée sera au plus bas. » Le jeune homme hocha la tête avec enthousiasme. « Vous pensez vraiment que les archives du XVIIe siècle disaient vrai à propos de la chambre cachée ?» Camille sortit de sa sacoche en cuir une photocopie jaunâtre d'un manuscrit ancien. Elle l'avait découvert 3 mois plus tôt dans les archives départementales d'Avranches, enfouies dans une collection de documents relatifs à l'abbaye bénédictine. Le texte, rédigé en vieux français par un moine nommé frère Augustin en 1643, mentionnait une chambre des marées, accessible uniquement lors des grandes retraites de la mer. « Regarde ce passage », dit-elle pointant du doigt vers une ligne particulière. Il écrit « Sous les fondations ouest de l'abbaye, là où Saint-Michel posa son pied, repose le secret des eaux qui obéissent. Seules les marées du grand alignement révèlent le passage vers la sagesse des anciens. » Thomas ajusta ses lunettes, étudiant le texte avec fascination. Mais pourquoi une chambre serait-elle construite à un endroit accessible seulement tous les 18 ans? Ça n'a aucun sens pratique. Précisément, répondit Camille, ses yeux brillants d'excitation intellectuelle. À moins que ce qui s'y trouve soit si important que les moines voulaient s'assurer que seuls ceux qui comprenaient vraiment les cycles de la marée puissent y accéder, une forme de protection naturelle. Elle regarda sa montre. 15h30. La marée basse était prévue pour 16h45. Ils avaient qu'une fenêtre d'environ 3 heures avant que les eaux ne reviennent avec leur puissance terrifiante. 3 heures pour découvrir un secret qui avait attendu des siècles. Le mont Saint-Michel se dressait devant eux, majestueux et mystérieux. Construit sur un îlot rocheux au 8e siècle, transformé en abbaye bénédictine au 10e siècle, ce site avait été un lieu de pèlerinage majeur pendant tout le Moyen-Âge. Des milliers de fidèles traversaient la baie à pied, guidés par des passeurs locaux qui connaissaient les chemins sûrs à travers les sables mouvants et les chenaux traîtres. Mais combien étaient morts ? Les chroniques médiévales parlaient de 300 âmes perdues en une seule marée en 1318, de pèlerins engloutis sous les yeux horrifiés de leurs compagnons en 1421. La baie était belle, mais mortelle. Camille avait toujours été fascinée par une question. Comment les moines de l'abbaye avaient géré ce flux constant de pèlerins? Comment savaient-ils quand il était sûr de traverser? Les marées de la baie du Mont-Saint-Michel étaient parmi les plus puissantes d'Europe, montant parfois à une vitesse que les gens comparaient à un cheval au galop. Les calculs nécessaires pour prédire ces mouvements avec précision n'avaient été développés par la science moderne qu'au XIXe siècle. Et pourtant, les statistiques historiques suggéraient que les traversées organisées par l'abbaye avaient un taux de mortalité étonnamment bas. Comment était-ce possible? « Docteur, regardez !» Thomas pointait vers la baie. L'eau se retirait maintenant visiblement, révélant les immenses étendues de sable gris-brun mêlés de rochers couverts d'algues. Des oiseaux marins criaillaient, se posant sur les nouvelles zones découvertes pour chercher de la nourriture. Le soleil perçait timidement les nuages, créant des rayons de lumière qui dansaient sur le sable humide. « C'est magnifique !» murmura Thomas. « C'est dangereux !» corrigea Camille. « Ne l'oublie jamais, cette baie a tué plus de gens que nous ne le saurons jamais. Les sables mouvants sont partout. » Un pas de travers et tu peux t'enfoncer jusqu'à la taille en quelques secondes. Elle vérifia son équipement une dernière fois,
GPS différentiel pour la cartographie précise, géoradar pour scanner sous la surface, balises de sécurité, équipement de communication par satellite au cas où il se retrouverait en difficulté. Son équipe de sécurité, dirigée par Marc Dubois, ancien sauveteur en mer, les suivrait à distance de sécurité avec du matériel de sauvetage. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda Marc, un homme aux cheveux gris et au visage tanné par des décennies passées face aux éléments. « J'ai 63 ans, j'ai grandi ici, et même moi je ne me risquerai pas à marcher vers les fondations ouest pendant une marée du siècle. Les courants souterrains peuvent changer en quelques minutes. » Camille apprécia sa franchise. « Marc, c'est pour ça que je t'ai embauché. Si tu vois quoi que ce soit d'anormal, tu nous appelles immédiatement et on revient. Mais j'ai attendu cette marée pendant 3 ans. Je ne peux pas laisser passer cette chance. » Marc soupira, mais hocha la tête avec respect. « D'accord, mais on fixe des règles. Vous ne vous éloignez jamais de plus de 200 mètres de moi. Vous gardez vos radios allumées en permanence. Et au premier signe que l'eau commence à remonter plus vite que prévu, on évacue. Pas de discussion. » Entendu. À 16h15, Camille et Thomas descendirent dans la baie. Le sable était ferme sous leurs bottes, mais Camille pouvait sentir l'humidité qui suintait par endroits. Elle avait attaché une longue perche à son sac à dos, un outil utilisé par les guides traditionnels pour tester la solidité du sol devant eux. Le mont Saint-Michel semblait grandir à mesure qu'il s'approchait. Les remparts médiévaux s'élevaient vertigineusement au-dessus d'eux, couronnés par la flèche dorée de l'abbaye qui brillait dans la lumière de l'après-midi. Camille connaissait chaque pierre de ce monument. Elle avait passé des mois à étudier les plans architecturaux, les documents de construction, les modifications apportées au fil des siècles. L'abbaye actuelle était le résultat de multiples phases de construction. La crypte Notre-Dame sous terre, au niveau le plus bas, datait du Xe siècle. L'église abbatiale avait été construite au XIe siècle. La Merveille, le complexe gothique de 3 étages sur le flanc nord, avait été ajouté au XIIIe siècle. Chaque génération de moines avait laissé sa marque. Mais les fondations ouest, celles mentionnées dans le manuscrit de frère Augustin, étaient différentes. Elles dataient de la toute première construction de l'abbaye, peut-être même avant. Certains historiens suggèrent qu'un sanctuaire plus ancien, peut-être celtique ou romain, avait existé sur ce site avant l'arrivée du christianisme. « Thomas, commence le scan géologique ici », ordonna Camille quand ils atteignirent la base des remparts ouest. Le niveau de l'eau était maintenant à son point le plus bas. Autour d'eux s'étendait un paysage lunaire de sable, de rochers et de flaques d'eau miroitantes. Thomas activa le géoradar portable, un appareil de la taille d'une valise qui émettait des ondes électromagnétiques dans le sol et analysait les réflexions pour créer une image de ce qui se trouvait sous la surface. L'écran de son ordinateur portable commença à afficher des lignes et des formes. « Je détecte des structures, » dit-il après quelques minutes. « Des murs, de toute évidence, probablement les fondations d'origine. Mais il y a quelque chose d'étrange. » Il fronça les serrures, ajustant les paramètres de l'appareil. « Quoi ?» demanda Camille, son cœur battant plus vite. « Il y a une cavité, là, à environ 8 mètres sous nos pieds, directement sous les fondations visibles. C'est une pièce parfaitement rectangulaire. » Camille sentit un frisson parcourir son échine malgré le vent-croix. « Quelle taille ?» ?»« Environ 6 mètres sur 4 mètres. Les murs semblent très épais, au moins 1 mètre d'épaisseur. Et regardez ici, il pointa vers une anomalie sur l'écran. On dirait un passage, un tunnel qui monte vers la surface. Il devrait émerger quelque part près de ces rochers. » Ils se déplacèrent vers les formations rocheuses que Thomas avait indiquées. C'était une zone que Camille avait survolée en photos aériennes de nombreuses fois, mais qu'elle n'avait jamais vue à marée basse. Les rochers étaient recouverts d'algues brunes et de coquillages, sculptés par des siècles d'érosion marine. « Aide-moi à déplacer ces algues, » dit Camille, sortant des gants de travail de son sac à dos. Pendant 20 minutes, ils travaillèrent ensemble, écartant les couches épaisses de varech et de végétation marine. Marc, qui les observait à distance, leur lança par radio « Vous avez encore 45 minutes avant que je ne commence à m'inquiéter de la marée montante. »« Compris, » répondit Camille. Puis ses doigts touchèrent quelque chose de différent. Pas de la roche naturelle, de la pierre taillée. « Thomas, viens voir !»
Ensemble, ils dégagèrent suffisamment de matière pour révéler ce qui était indubitablement fait par la main d'homme, une ouverture arquée, d'environ 1 mètre de hauteur, fermée par une dalle de granit grossièrement travaillée. Et sur cette dalle, à peine visible sous les croûtes de sel et de calcaire accumulées par les siècles, il y avait une inscription. Camille sortit une brosse douce et commença à nettoyer délicatement la surface. Les lettres apparurent lentement, gravées en latin médiéval. « Hic latet scientia aquarum », lut Thomas à voix haute. « Sapientia servat vitam. Ici repose la science des eaux, la sagesse préserve la vie. » Camille et Thomas s'échangèrent un regard. C'était réel. Après 3 ans de recherche, d'analyse de documents anciens, de modélisation des marées, ils avaient trouvé la chambre des marées. « On doit l'ouvrir, » dit Camille. « Maintenant ?» Thomas jeta un coup d'œil nerveux vers l'horizon où la ligne argentée de la mer attendait son moment pour revenir. « On n'aura peut-être jamais une autre chance. La prochaine marée du siècle n'est pas avant 2043. J'aurai 60 ans. » Elle contacta Marc par radio. « On a trouvé quelque chose. On a besoin de peut-être 30 minutes de plus. » Un long silence. Puis, 20 minutes, pas 1 minute de plus. Je vois déjà des changements dans les courants au nord. Entendu. Thomas sortit un petit pied de bise de son équipement. « Les archéologues traditionnels nous tueraient pour ça, » marmonna-t-il. « Les archéologues traditionnels ne travaillent pas contre la marée montante, » répondit Camille. « On documente tout, on prend des photos et on fait ce qu'on doit faire. Allez. » La dalle était lourde, incrustée dans son cadre par des siècles d'accumulation minérale. Mais elle n'était pas scellée intentionnellement. Après plusieurs minutes d'effort, utilisant le pied de bise comme levier, ils sentirent la pierre bouger. « Attention !» haleta Camille. « Si elle tombe, elle pourrait se briller. » Avec des précautions infinies, ils tirèrent la dalle vers eux. Elle bascula lentement, révélant une ouverture noire et béante. Une odeur d'air confiné, d'humidité ancienne, et quelque chose d'autre, quelque chose de presque métallique, s'échappa du trou. Camille alluma sa lampe frontale et se pencha prudemment à l'intérieur. Le faisceau lumineux révéla des marches taillées dans la roche, descendant à un angle prononcé dans les ténèbres. Les murs étaient lisses, travaillés avec soin et étonnamment secs compte tenu de leur proximité avec la mer. « C'est bien drainé », observa Thomas. « Regarde, il y a des canaux d'évacuation creusés dans les murs. Les moines savaient ce qu'ils faisaient. » Camille prit une décision. « Je descends. Toi, tu restes ici et tu surveilles. Si Marc appelle pour dire qu'on doit partir, tu me le dis. » Thomas, je ne pense pas que... Camille, j'ai attendu toute ma vie pour ce moment. Elle le regarda dans les yeux. « Donne-moi 10 minutes, c'est tout ce que je demande. » Il hésita, puis hocha la tête. 10 minutes, pas une de plus. Camille se glissa dans l'ouverture, testant chaque marche avant d'y poser son poids complet. Les pierres étaient solides, stables. Quelqu'un avait construit cet escalier pour durer. Elle compta les marches à voix haute pour Thomas. 15, 20, 25... À la 32e marche, elle atteignit le fond. Sa lampe frontale balaya une pièce qui lui coupa le souffle. Chapitre 2. La chambre des marées. La chambre était exactement telle que le géoradar l'avait décrite, 6 mètres sur 4, avec un plafond voûté qui s'élevait à environ 3 mètres de hauteur. Mais ce que l'appareil n'avait pas pu montrer, c'était l'extraordinaire préservation de ce qui se trouvait à l'intérieur. Les murs étaient couverts de fresques. Malgré l'humidité, malgré les siècles, les couleurs restaient visibles. Des bleus profonds, des rouges ocres ternis mais toujours lumineux dans le vaisseau de la lampe. Les images représentaient la baie du Mont-Saint-Michel, mais d'une manière que Camille n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas une représentation artistique ou religieuse, c'était scientifique. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace clos. Les fresques montraient la baie à différentes phases de marée, avec des lignes précises indiquant les niveaux d'eau. Mais ce qui était vraiment extraordinaire, c'étaient les annotations. Des chiffres, des calculs, des diagrammes montrant les positions de la Lune et du Soleil par rapport à la Terre. Des tables de données couvrant ce qui semblait être des décennies, peut-être des siècles d'observation. « Camille ?» crépissa la voix de Thomas dans sa radio. « Qu'est-ce que tu vois ?»« Thomas, ils savaient, les moines savaient, ils avaient compris les marées. » Au centre de la pièce se trouvait une table en pierre massive, et sur cette table, protégée par ce qui semblait être une caisse en plomb fendu avec l'âge, reposaient des documents, des parchemins,
des livres, certains en meilleur état que d'autres, mais tous remarquablement bien préservés. Camille approcha avec révérence. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle leva délicatement le premier manuscrit. La couverture de livre était rigide, craquelée, mais le texte à l'intérieur était parfaitement lisible, du latin médiéval écrit dans une belle écriture régulière. Liber Estuem, le livre des marais, commencé en l'an de grâce 966 par frère Maynard, continué par ses successeurs en la sainte charge d'observateur des eaux. Elle tourna les pages avec des précautions infinies. Chaque page contenait des observations méticuleuses, date, heure, hauteur de marée, position des astres. Mais au-delà des simples observations, il y avait des calculs. Des formules mathématiques qui ressemblaient de manière troublante aux équations modernes de prédiction des marées. « Impossible », murmura-t-elle. « Les marées ne peuvent être prédites avec précision que si on comprend la gravité, l'attraction lunaire, la rotation de la Terre. » Mais les preuves étaient là, devant ses yeux. Page après page de prédictions de marées qui, si elles étaient exactes, auraient nécessité une compréhension de la mécanique céleste que l'Europe n'était pas censée avoir avant le XVIIe siècle, avec les travaux de Newton. « Camille, Marc dit que nous devons partir dans 5 minutes. » La voix de Thomas était tendue. « Encore 1 minute. » Elle saisit un autre document, celui-ci semblant plus récent. La couverture portait une date, 1642. L'année avant la rédaction du manuscrit qu'elle avait trouvé à Avranches. Elle l'ouvrit. Sur la première page, en français cette fois, était écrit « Je, Augustin de Créance, observateur des eaux en cette année de notre Seigneur 1642, sais que le temps de notre ancien savoir touche à sa fin. Les guerres de religion ont ravagé notre ordre. Le savoir scientifique progresse dans le monde extérieur et bientôt ce que nous préservons ne sera plus un secret mais une connaissance commune. Je scelle donc cette chambre, confiant à Dieu et aux grandes marées la préservation de notre héritage afin que les générations futures sachent que les moines du Mont Saint-Michel n'étaient pas que des hommes de prière, mais aussi des hommes de science, utilisant leur savoir pour protéger les pèlerins qui venaient chercher la grâce de Saint-Michel. Camille sentit des larmes piquer ses yeux. C'était une découverte d'une importance historique monumentale. Mais elle n'avait pas le temps de tout absorber. « Camille, maintenant !» La voix de Thomas était presque un cri. Elle sortit son appareil photo et prit frénétiquement des dizaines de clichés, les fresques, les livres, les tables d'observation, tout ce qu'elle pouvait documenter en quelques secondes précieuses. Puis, avec un déchirement dans le cœur, elle remit soigneusement le manuscrit de frère Augustin dans la caisse en plomb. « J'arrive !» Elle se précipita vers les escaliers et commença à grimper aussi vite qu'elle osait sur les marches anciennes. Derrière elle, la chambre des marais retourna au silence et à l'obscurité, ses secrets partiellement révélés mais pas encore pleinement compris. Quand elle émergea à la surface, Thomas la saisit par le bras. « On doit partir, maintenant. Regarde !» Camille se retourna et sentit son sang se glacer. Au loin, peut-être à 2 kilomètres, une ligne argentée avançait vers eux à travers la baie. La marée montante, et elle se déplaçait vite, beaucoup plus vite qu'elle n'aurait dû. « Merde !» murmura-t-elle. « C'est une marée de Vivo. Le courant de retour s'est retourné plus tôt que prévu. » La radio crépita avec la voix urgente de Marc. « Évacuation immédiate. Laissez votre équipement non essentiel. Je vois la barre approcher. » La barre était le nom donné au front de marée dans la baie du Mont Saint-Michel, un phénomène où l'eau montante créait une vague déferlante qui pouvait atteindre 1 mètre de hauteur, se déplaçant à la vitesse d'un cheval au galop. C'était cette vague qui avait tué tant de pèlerins au fil des siècles, les surprenant alors qu'ils croyaient encore avoir le temps de traverser. « Camille, cours !» Ils partirent en sprintant à travers le sable, leurs bottes s'enfonçant à chaque pas. Le géoradar fut abandonné sur place, trop lourd pour être transporté à cette vitesse. Camille garda seulement son appareil photo. Les images qu'il contenait étaient plus précieuses que n'importe quel équipement. Derrière elle, elle pouvait entendre le rougement de l'eau, un son qu'elle connaissait bien, un son qui avait hanté les cauchemars de générations de gens de la baie. Le grondement de millions de litres d'eau se précipitant à travers les chemins et par-dessus les bancs de sable. « Par ici !» Marc courait à leur rencontre, portant des cordes et du matériel de sauvetage. « Le chenal nord se remplit déjà, on doit contourner par l'est. » Ils changèrent de direction, suivant l'homme expérimenté, qui connaissait cette baie mieux que personne.
Camille sentait ses poumons brûler, ses jambes trembler de l'effort. Elle n'avait plus couru comme ça depuis des années. Un cri. Thomas venait de s'enfoncer jusqu'aux genoux dans du sable mouvant, un piège invisible qui s'était formé là où, quelques heures plus tôt, le sable était ferme. « Ne bouge pas !» ordonna Marc. En quelques secondes, il était là, déroulant une corde. « Étends-toi à plat, répartis ton poids !» Thomas obéit, s'enlongeant sur le sable traîtrant. Marc attacha la corde autour de sa taille et avec l'aide de Camille, ils le tirèrent dehors du piège aspirant. Chaque seconde comptait. L'eau était maintenant visible, une masse scintillante qui avalait la baie derrière eux. « Allez, encore 50 mètres jusqu'à la digue !» Ils atteignirent la sécurité du béton avec à peine 2 minutes de marge. Camille s'effondra sur les genoux, haletante, regardant l'eau avalir la zone qu'ils venaient de laisser. En moins de 10 minutes, l'endroit où ils s'étaient tenus, où ils avaient découvert la chambre des marais, était submergé sous 2 mètres d'eau tourbillonnante. « Saloperie !» haleta Thomas, ses lunettes de travers et couvertes de sable. On a failli y rester. Marc les regarda tous les deux avec un mélange d'exaspération et de respect. « J'espère que ça en valait la peine. » Camille sortit son appareil photo de sa poche intérieure imperméable. L'écran s'alluma, montrant les images qu'elle avait prises. Les fresques, les manuscrits, les calculs vieux de 1000 ans qui changeaient tout ce qu'ils pensaient savoir sur la science médiévale. « Oh oui !» dit-elle avec un sourire épuisé. « Ça en valait la peine. » Chapitre 3. Les gardiens des eaux. Le lendemain matin, Camille se réveilla dans sa chambre d'hôtel à Avranches, avec la sensation d'avoir rêvé toute l'aventure de la veille. Mais quand elle alluma son ordinateur portable et ouvrit les fichiers de son appareil photo, les images étaient là, nettes et indiscutables. Elle avait travaillé jusqu'à 3 heures du matin, transcrivant et traduisant ce qu'elle pouvait lire sur les photographies. Maintenant, à 7 heures du matin, une tasse de café fort à la main, elle parcourait ses notes avec un sentiment croissant d'émerveillement et de responsabilité. Ce qu'elle avait trouvé n'était pas juste une découverte archéologique importante, c'était potentiellement l'une des plus grandes révisions de l'histoire des sciences européennes jamais entreprises. Son téléphone sonna. C'était le professeur Henri Beaumont, son directeur de thèse à l'université de Caen et l'un des plus éminents historiens médiévaux de France. « Camille, j'ai reçu ton email à 5 heures du matin. Je n'ai pas pu me rendormir. Est-ce que ces images sont authentiques ? Professeur, j'ai vu la chambre de mes propres yeux. J'ai touché les manuscrits. C'est réel. » Un long silence. « Tu comprends ce que cela signifie ? Si ces documents prouvent que les moines médiévaux avaient une compréhension mathématique des marées basée sur la mécanique céleste, cela remet en question toute notre chronologie du développement scientifique. Je sais. Tu dois retourner là-bas. Tu dois récupérer ces documents pour une analyse appropriée. » Camille regarda par la fenêtre vers la baie, maintenant de nouveau remplie d'eau. La chambre est scellée sous plusieurs mètres d'eau. Elle ne sera accessible qu'à la prochaine marée du siècle, en 2043. C'est inacceptable. Il doit y avoir un autre moyen. Il y en a peut-être un. Camille avait pensé à cela toute la nuit. Si la chambre a été construite accessible depuis la surface pendant les grandes marées, il pourrait y avoir un accès permanent depuis l'intérieur de l'abbaye. Les moines auraient eu besoin d'un moyen d'entretenir cette chambre, d'y ajouter leurs observations. Alors, tu dois parler à l'administrateur de l'abbaye, obtenir la permission de chercher. C'était plus facile à dire qu'à faire. Le Mont-Saint-Michel était l'un des sites touristiques les plus visités de France, recevant plus de 2 millions de visiteurs par an. C'était aussi un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, soumis à des règlements stricts de conservation. On ne pouvait pas simplement débarquer et commencer à creuser. Mais Camille avait un atout. Le père Jean-Baptiste Moreau, le dernier moine résident de l'abbaye, était un vieil ami. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence sur l'histoire monastique 5 ans plus tôt et avaient découvert une passion commune pour les archives médiévales. À 10 heures, Camille et Thomas gravissaient la Grande Rue, la rue principale qui serpentait à travers le village fortifié jusqu'à l'abbaye au sommet. Même en septembre, en dehors de la haute saison touristique, il y avait centaines de visiteurs, des familles avec des enfants, des groupes de touristes asiatiques, des couples âgés qui montaient lentement les streptes marches. Le père Moreau les attendait près de l'entrée de l'abbaye, une silhouette mince en robe de bure brune, ses cheveux blancs clairsemets brillant sous le soleil matinal. Il avait 75 ans, mais possédait encore l'énergie et la clarté mentale d'un homme beaucoup plus jeune. « Camille, Thomas, quelle surprise !»«
Votre message disait que c'était urgent. Père Moreau, nous avons fait une découverte, quelque chose qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire de cette abbaye. Ils parlèrent dans le bureau privé du moine, une petite pièce aux murs tapissés de livres avec une fenêtre donnant sur la baie scintillante. Camille montra les photographies sur son ordinateur portable, en expliquant ce qu'ils avaient trouvé. Le père Moreau se tut pendant un long moment, étudiant les images avec une attention profonde. Quand il parla enfin, sa voix était rauque d'émotion. « J'ai passé 40 ans dans cette abbaye. J'ai lu tous les documents historiques, toutes les chroniques, tous les inventaires, et je n'ai jamais imaginé quelque chose comme ça. » Il se leva et marcha vers une étagère particulière en sortant un livre ancien relié en cuir brun. Quand j'ai pris mes vœux ici en 1985, le doyen de l'époque, le père Guillaume, m'a confié ce livre. Il m'a dit que chaque observateur devait le lire. « Observateur ?» Camille se redressa brusquement. « C'est le titre que portait frère Augustin. » « Oui. » Le père Moreau ouvrit le livre, révélant des pages manuscrites en français du XIXe siècle. C'est le journal du dernier observateur officiel, le père Clément, qui a servi de 1820 à 1874. Il écrit à propos d'une tradition orale qui remontait à la fondation de l'abbaye. Une tradition qui disait que les premiers moines étaient aussi des gardiens des eaux, chargés non seulement de prier pour les âmes des pèlerins, mais aussi de les protéger physiquement des dangers de la baie. Il tourna quelques pages et lut à voix haute. On dit que les anciens gardiens possédaient une connaissance secrète des mouvements de la mer, un savoir qu'ils gardaient dans un lieu caché, accessible seulement lorsque Dieu lui-même retirait les eaux pour révéler ses mystères. Cette connaissance aurait permis de sauver des milliers de vies au fil des siècles. Mais après la Révolution, après la dispersion de notre ordre, cette sagesse s'est perdue. Aujourd'hui, nous ne sommes que les gardiens des pierres. Le rôle de gardien des eaux n'est plus qu'un titre honorifique que je porte sans en comprendre le sens véritable. Camille sentit des frissons parcourir sa peau. « Père Moreau, cette connaissance n'est pas perdue. Elle nous attend, juste là, sous les fondations de l'abbaye. Mais pour y accéder, nous devons trouver le passage intérieur. » Le vieux moine ferma le livre, ses mains tremblant légèrement. Si ce passage existe, il serait probablement dans les niveaux les plus anciens de l'abbaye, la crypte Notre-Dame sous terre. Venez, je vais vous montrer. Ils descendirent à travers les niveaux de l'abbaye, passant de la splendeur gothique de l'église abbatiale aux structures romanes plus austères, puis aux parties les plus anciennes, pré-romanes. La crypte Notre-Dame sous terre était un espace bas de plafond, sombre, avec des murs de granit brut et 2 nefs parallèles soutenues par des piliers massifs. Cette crypte date de l'an 966, expliqua le père Moreau, sa voix résonnant dans l'espace confiné. C'est la partie la plus ancienne de l'abbaye encore debout. Mais en dessous, il y a des fondations encore plus anciennes, des pierres qui pourraient dater de l'ère carolingienne, peut-être même avant. Thomas activait déjà son équipement de détection. Le géoradar de rechange, plus petit que celui qu'ils avaient perdu dans la baie, mais suffisant pour scanner les murs et le sol. « Regardez ça », dit-il après quelques minutes de travail. « Il y a un vide derrière ce mur, là, dans l'angle nord-ouest, et en dessous, une structure qui descend en angle. Ça pourrait être le même tunnel que celui que nous avons trouvé depuis la baie. » Camille examina le mur de granit. Il semblait solide, sans aucune trace visible d'ouverture. Mais au niveau du sol, elle remarqua quelque chose. Une pierre, juste une seule, qui était une teinte légèrement différente des autres, plus sombre, plus lisse. « Père Moreau, est-ce que quelqu'un a jamais restauré cette partie de la crypte ? » « Non, c'est interdit. L'UNESCO exige que nous préservions la crypte exactement telle qu'elle était lors des dernières restaurations du XIXe. » Camille s'agenouilla, passant ses doigts sur la pierre sombre. Elle était froide, très froide, et lisse comme si elle avait été polie par de l'eau qui s'écoulait régulièrement. « Thomas, apporte-moi le pied de biche. »« Camille, » dit le père Moreau avec hésitation, « nous ne pouvons pas simplement démonter les murs de l'abbaye. Cette pierre n'est pas scellée comme les autres. Regardez, il n'y a pas de mortier sur les côtés.
Je pense qu'elle est conçue pour être retirée. Avec des précautions infinies, utilisant le pied de biche comme levier, Camille appliqua une pression sur un côté de la pierre. Au début, rien ne passa. Puis, avec un grincement profond qui n'avait probablement pas été entendu depuis des siècles, la pierre se mit à bouger. Elle glissa vers l'extérieur, révélant une cavité derrière. Et dans cette cavité, à peine visible dans la faible lumière de leur lampe, il y avait un anneau en fer forgé, noirci par l'âge, mais toujours intact. « Mon Dieu !» murmura le père Moreau. « C'était là tout ce temps !» Camille tira sur l'anneau. Un mécanisme grinça quelque part dans le mur et une section entière de granit, grande peut-être d'1 mètre carré, pivota vers l'intérieur comme une porte, révélant un passage descendant dans l'obscurité. L'air qui s'en échappa était frais, portant l'odeur familière d'humidité et de pierre ancienne que Camille avait sentie dans la chambre des marais. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, une odeur presque imperceptible, de cire, de parchemin. Ça sent comme une bibliothèque, dit Thomas, ses yeux écarquillés derrière ses lunettes. Le père Moreau traça le signe de la croix. Après vous, docteur Rousseau, quelque chose me dit que vous êtes destinée à être la première à voir ce qui se trouve en bas depuis très longtemps. Chapitre 4. Le secret de l'observateur. Le passage descendait en pente douce, taillé dans la roche solide avec la même précision que les escaliers qu'ils avaient trouvés depuis la baie. Mais contrairement à cet accès extérieur destiné à un usage occasionnel lors des grandes marées, ce tunnel intérieur montrait des signes d'usage réguliers. Les murs étaient lisses, polis par le passage de milliers de mains au fil des siècles. Tous les 10 mètres environ, des niches étaient creusées dans la pierre, et dans certaines d'entre elles, des restes de chandelles en cire d'abeille étaient encore visibles, bien que noircis et effondrés avec l'âge. « Les moines descendaient ici régulièrement, observa Camille. Regardez les marches, elles sont usées au centre, des centaines, peut-être des milliers de passages. » Le père Moreau hocha la tête, éclairant le chemin avec sa propre lampe. L'observateur des eaux, ce n'était pas juste un titre, c'était une fonction, une responsabilité réelle. Quelqu'un devait descendre ici pour... Pourquoi? Maintenir les observations, calculer les marées? Pour protéger les pèlerins, dit Camille avec une conviction croissante. C'était toute la raison d'être de cette chambre. Après environ 50 mètres de descente, le tunnel s'élargit et ils émergèrent dans la même chambre que Camille avait visitée la veille depuis la baie. Mais la voir depuis cet accès, avec plus de temps et de meilleure lumière, révéla des détails qu'elle avait manqués dans sa hâte précédente. La chambre n'était pas une simple pièce de stockage, c'était un scriptorium souterrain, un laboratoire, un observatoire combiné. Le long d'un mur se trouvaient des étagères creusées dans la roche, et sur ces étagères, protégées de l'humidité par du verre et du plomb, se trouvaient des dizaines de manuscrits. Thomas et le père Moreau restèrent bouche bée. Même Camille, qui avait eu 24 heures pour se préparer mentalement, fut submergée par l'étendue de ce qui était préservé ici. « C'est impossible, » murmura Thomas. « Il doit y avoir 50, 60 volumes. » Camille s'approcha des étagères avec révérence. Chaque livre était étiqueté en latin avec des dates. Elle lut à voix haute « Liber Aestum anno Domini 966 à 1015 ». Liber Aestum anno Domini 1015 à 1063. Liber Aestum anno Domini 1063 à 1110. Ce sont des registres continus, dit le père Moreau, sa voix tremblant d'émotion. Plus de 6 siècles d'observation des marées, ininterrompus. Camille prit délicatement le premier volume, celui commencé en 1066. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. La première page portait une introduction en latin médiéval. En cette année de grâce 966, moi, Ménard, humble serviteur de Dieu et de Saint-Michel, commence cet registre sacré des mouvements des eaux. Car si nous sommes appelés à guider les âmes vers le salut, nous sommes aussi chargés de protéger les corps qui portent ces âmes. Les pèlerins qui viennent à ce lieu saint ne doivent pas périr dans les eaux traîtresses que Dieu, dans sa sagesse, a placées autour de notre sanctuaire.
J'ai donc entrepris d'étudier les marées, comme mon maître, le frère Aldrich, me l'a enseigné selon les méthodes apprises des anciens. Selon les méthodes apprises des anciens, répéta Camille. Il ne prétend pas avoir inventé ces méthodes, il dit les avoir apprises. Mais de qui? Le père Moreau feuilletait un autre volume, datant du XIIIe siècle. Écoutez ceci. L'observateur doit comprendre que les eaux obéissent aux cieux. La Lune, dans son cycle de 29 jours et demi, tire les mers comme un magnète tire le fer. Le Soleil, bien que plus distant, ajoute sa propre influence. Lorsque les deux s'alignent, à la nouvelle Lune et à la pleine Lune, les marées sont les plus grandes. Lorsqu'ils forment un angle droit, au premier et dernier quartier, les marées sont les plus faibles. C'est exact, dit Thomas de stupéfaction. C'est exactement comment fonctionnent les marées. Mais cette explication ne devrait pas exister avant Newton, avant la compréhension de la gravitation universelle au XVIIe siècle. Camille parcourait fébrilement les pages du premier volume. Les observations étaient méticuleuses. Date, état, temps de marée haute, hauteur estimée, phase de la Lune, position du Soleil, conditions météorologiques. Page après page, année après année. Mais il y avait plus. Des diagrammes montrant le cycle de 18,6 ans du nœud lunaire, ce même cycle qui créait les marées du siècle. Des calculs de ce qui semblait être des coefficients de marée, des prédictions futures avec des marges d'erreur annotées. « Regardez, dit-elle, en pointant vers une série de prédictions faites en 990 pour l'année 991. Il prédit les grandes marées du printemps, les marées mortes de l'automne. Et en marge, 1 an plus tard, quelqu'un a écrit « correct à 1 demi-heure de près ». Elle tourna vers la section des fresques murales. Maintenant, avec plus de temps, elle pouvait les voir en détail. Ce n'étaient pas juste des cartes de la baie, c'étaient des représentations de données, des visualisations de phénomènes complexes. Une fresque montrait la baie avec des lignes concentriques indiquant les niveaux de marée à différents moments du cycle lunaire. Une autre montrait le trajet de l'eau montante avec des flèches indiquant les courants les plus forts. Une troisième était un diagramme du système Terre-Lune-Soleil montrant comment leur alignement influençait les marées. « C'est de la science, dit Camille, de la science pure. Observation, hypothèse, prédiction, vérification. Et il faisait ça il y a plus de 1000 ans. » Le père Moreau s'était assis sur la table de pierre au centre de la pièce, tenant un manuscrit entre ses mains, des larmes coulant silencieusement sur ses yeux. « Père, ça va ?» Camille s'approcha avec inquiétude. Il leva les yeux vers elle et sourit à travers ses larmes. « Camille, toute ma vie, j'ai entendu des gens dire que le Moyen-Âge était une période d'obscurantisme, que l'Église était l'ennemi de la science, que la raison et la foi étaient incompatibles. Et maintenant... Maintenant, nous avons la preuve que c'est faux. Ces moines n'ont jamais vu de contradiction entre leurs vœux religieux et leur poursuite du savoir scientifique. Ils servaient Dieu en servant les hommes, et ils servaient les hommes en comprenant le monde que Dieu avait créé. Camille comprenait son émotion. Cette découverte brisait tant de préjugés, tant d'idées reçues sur le Moyen-Âge. Mais une question la taraudait encore. D'où venait ce savoir initialement? Frère Ménard parle d'avoir appris des anciens. Mais quels anciens? Les Romains ne comprenaient pas les marées à ce niveau, les Grecs non plus. Thomas examinait la dernière fresque, celle qui montrait le système solaire. Regardez cette représentation. La Terre est au centre, bien sûr, c'était le modèle ptoléméen standard, mais les calculs sont faits comme si... Il s'arrêta, fronçant les sourcils. Comme si quoi? Comme si les distances relatives étaient connues. Comme si quelqu'un avait mesuré la distance entre la Terre et la Lune, entre la Terre et le Soleil. Ces chiffres ici, en latin. Il sortit son téléphone, utilisant une application de traduction et de conversion d'unités anciennes. Mon Dieu! La distance Terre-Lune est donnée comme 60 rayons terrestres plus 16. C'est presque exact. La vraie distance est d'environ 60,3 rayons terrestres. Mais comment? Demanda le père Moreau. Comment aurait-il pu mesurer ça au Xe siècle? Camille réfléchissait intensément. Ils ne l'ont pas fait.
il ne pouvait pas. Ce qui signifie que cette connaissance vient d'ailleurs, d'une source plus ancienne. Elle retourna au premier volume, au passage où frère Ménard mentionnait d'avoir appris de son maître Aldric, qui lui-même avait appris des anciens. Elle tourna les pages, cherchant plus de détails. Et elle le trouva, vers la fin du premier volume, dans une note datée de 1014, l'année de la mort de Ménard. Alors que je sens ma fin approcher, je dois consigner la vérité pour mes successeurs. Le savoir que je transmets ne vient pas de moi, même pas de mon maître béni Aldric. Il vient d'un temps bien avant notre époque chrétienne. Lorsque notre ordre a pris possession de cette île sainte, nous avons trouvé, cachés dans des grottes sous le rocher, des documents laissés par ceux qui vivaient ici dans les temps païens. Des druides peut-être, ou des prêtres d'un culte encore plus ancien. Ces documents, écrits dans une langue que frère Aldric a appris à déchiffrer avec grande difficulté, contenaient des observations des étoiles et des mers remontant à des temps immémoriaux. Ce n'était pas de la magie ou de la sorcellerie, mais de la connaissance pure, gagnée par des siècles d'observations patientes. Nous avons christianisé ce savoir, en l'utilisant non pour des rites païens, mais pour sauver des vies, et ainsi l'avons-nous sanctifié dans le service de Dieu. Les documents originaux ont été détruits, car ils contenaient aussi des blasphèmes que nous ne pouvions préserver. Mais l'essence de leur savoir vit dans ce registre. Le silence qui suivit cette lecture était profond. Puis Thomas dit doucement « Les Celtes, ça doit être les Celtes. On sait qu'ils étaient d'excellents astronomes. Stonehenge, Karnak, ces sites montrent une compréhension sophistiquée des cycles célestes. » Et le mont Saint-Michel, ajouta le père Moreau, se appelait Mont Tombe dans les temps pré-chrétiens. Mont des Tombes, ou peut-être Mont du Tumulus. C'était déjà un site sacré. Il y avait probablement un sanctuaire ici bien avant l'arrivée du christianisme. Camille sentait les pièces du puzzle se mettre en place. Donc, une lignée de connaissances astronomiques et sur les marées a été développée par des générations de druides celtes, a été découverte par les premiers moines chrétiens et au lieu de la rejeter comme païenne, ils l'ont adoptée et ils l'ont utilisée pour un but charitable, sauver les pèlerins. Et ils l'ont maintenue, génération après génération, pendant plus de 6 siècles. « Jusqu'à quand ?» demanda Thomas. « Quand est-ce que ça s'est arrêté ?» Camille prit le dernier volume sur l'étagère. La date sur la couverture disait « Anno Domini 1789-1793 ». La Révolution française, dit le père Moreau avec tristesse. En 1791, l'abbaye a été fermée, les moines ont été expulsés. L'abbaye est devenue une prison d'État. Camille ouvrit le dernier volume. Les premières pages contenaient des observations normales, dans la même tradition que les volumes précédents, mais vers la fin, l'écriture changeait, devenait plus hâtive, plus irrégulière. La dernière entrée était datée du 15 août 1793. Je, frère Augustin de Créance, dernier observateur des eaux de Mont-Saint-Michel, écris ceci alors que j'entends les soldats de la République monter vers l'abbaye. Ils viennent pour nous expulser, pour transformer notre sanctuaire en prison pour les ennemis de la Nouvelle-France. J'ai scellé cette chambre, cachant ces volumes qui représentent 8 siècles de savoir et de service. J'ai laissé des indices pour ceux qui comprendront, en l'espoir qu'un jour, quand la folie sera passée, quelqu'un de bonne volonté découvrira ce trésor. Que Dieu protège ce savoir et qu'il serve un jour de nouveau l'humanité. Amen. 1793, murmura Camille. La terreur. C'était un des pires moments de la Révolution. Et il a réussi, dit le père Moreau. Il a scellé la chambre si bien qu'elle restait cachée pendant plus de 200 ans. Jusqu'à ce que vous la trouviez, Camille. Thomas avait sorti son ordinateur portable et prenait frénétiquement des photos et des notes. C'est la plus grande découverte d'histoire des sciences du siècle, peut-être du millénaire. Ça change tout. Mais Camille pensait à autre chose. Il ne s'agissait pas de gloire scientifique pour ces moines. Il s'agissait de sauver des vies. Frère Maillard, frère Augustin, tous les observateurs entre eux, ils se sont consacrés à utiliser ce savoir pour protéger les pèlerins. Elle se dirigea vers une autre section de la chambre qu'elle n'avait pas encore examinée. Sur le mur est, il y avait ce qui ressemblait à un grand tableau noir médiéval.
une surface de pierre ardoise polie où l'on pouvait décrire à la craie ou au charbon. Sur ce tableau, encore faiblement visible après 2 siècles, se trouvait ce qui semblait être un calendrier de marée. Des dates, des heures, des notes sur les conditions sûres pour traverser la baie. La dernière date marquée était le 10 août 1793, 5 jours avant que frère Augustin ne scelle la chambre. Il faisait ça tous les jours, réalisa Camille. L'observateur descendait ici, consultait les volumes historiques, calculait les marées pour les jours à venir, puis montait communiquer cette information aux gardiens de porte qui guidaient les pèlerins. Le père Moreau hocha la tête. C'est pour ça que les cloches de l'abbaye sonnaient à des heures si particulières. On a toujours pensé que c'était pour marquer les heures de prière, mais ça devait aussi être un système d'alerte. Certaines sonneries signalaient quand il était sûr de traverser, d'autres quand le danger arrivait. Un système d'alerte de marée vieux de 1000 ans, basé sur une science sophistiquée, mais communiqué de manière que les gens ordinaires pouvaient comprendre. Camille prit des photos de tout, documentant chaque détail. Mais son esprit travaillait déjà à la prochaine phase. Comment allait-il présenter cette découverte au monde? Comment allait-il préserver ces manuscrits inestimables? Et comment allait-il honorer la mémoire des observateurs qui avaient si fidèlement maintenu cette tradition pendant tant de siècles? Chapitre 5. Les cloches parlent. 3 jours plus tard, Camille se tenait dans le clocher de l'abbaye, entourée d'un groupe d'experts qu'elle avait réunis en urgence. Il y avait le professeur Beaumont, bien sûr, ainsi que Dr Marie Lefebvre, une spécialiste de l'histoire des sciences médiévales de la Sorbonne, et Dr Jacques Bertrand, un océanographe de l'Institut français pour l'exploration de la mer, IFREN. Le père Moreau était là aussi, ainsi que l'évêque de Coutances, monseigneur Philippe Laurent, qui avait autorité ecclésiastique sur le mont Saint-Michel. L'évêque était un homme d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris et une expression de scepticisme respectueux. « Docteur Rousseau, dit-il après avoir examiné les photographies et lu les traductions préliminaires, je dois admettre que cette découverte est extraordinaire, mais vous me demandez de croire que nos prédécesseurs médiévaux possédaient une connaissance scientifique qui rivalisait ou surpassait celle de leur époque. Pas rivalisait, corrigea Camille, la surpassait de plusieurs siècles. Ce que nous avons trouvé dans la chambre de marée montre une compréhension des forces de marée qui ne serait pas égalée par la science européenne avant Newton au XVIIe siècle. Dr Lefebvre intervint. Et pourtant, cela a un sens dans le contexte plus large que nous commençons à comprendre sur le Moyen-Âge. Nous savons maintenant que cette période n'était pas l'âge d'arbre de l'ignorance que nous pensions autrefois. Les moines copiaient et préservaient des textes anciens, faisaient des observations astronomiques, développaient des technologies agricoles. Pourquoi pas aussi étudier les marées, surtout dans un endroit où ces connaissances pouvaient littéralement sauver des vies? Mais la source, insista monseigneur Laurent, vous dites que ce savoir venait de druides païens. Le père Moreau répondit avant que Camille ne le puisse. Monseigneur, pensez aux mages qui sont venus adorer l'enfant Jésus. C'étaient des astronomes païens, des savants de Perse. Pourtant, leur savoir les a conduits à la vérité divine. De la même manière, les premiers moines du Mont ont vu dans le savoir ancien des druides non pas une hérésie à détruire, mais une connaissance à sanctifier par son utilisation pour le bien et servir Dieu. Ils ont pris ce qui était bon et vrai et l'ont mis au service de Dieu et de l'humanité. L'évêque réfléchit à cela, puis hocha lentement la tête. Une perspective intéressante, père Moreau. Continuez, docteur Rousseau. Merci, monseigneur. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose que nous avons découvert hier soir. Camille se dirigea vers les cloches de l'abbaye. Il y en avait 6, de différentes espèces, suspendues dans le clocher. Chacune produisait une note différente quand elle était sonnée. Pendant des siècles, ces cloches ont sonné à des horaires que tout le monde supposait être purement liturgiques, les heures canoniales, matines, laudes, primes, tierces, sextes, naunes, vêpres, complis. Mais Thomas et moi avons analysé les descriptions historiques des sonneries de cloches et nous avons trouvé quelque chose de fascinant. Thomas distribua des feuilles de papier montrant des tableaux complexes. Voici les horaires de sonnerie des cloches tels que décrits dans les chroniques du XIIIe au XVIIIe siècle. Au début, ils semblent irréguliers, changeant d'un jour à l'autre. Mais quand nous les avons comparés aux calculs de marée de la même période, ils correspondent, dit Dr Bertrand, l'océanographe, qui avait déjà vu les données. Parfaitement. Les sonneries changeaient pour correspondre aux marées. Certaines combinaisons de cloches signalaient « sûr de traverser », d'autres signalaient « danger imminent ». Camille prit le relais. C'était un système de communication génial. Les pèlerins qui approchaient de la baie pouvaient entendre les cloches à des kilomètres de distance. Ils n'avaient pas besoin de comprendre les calculs complexes, ils avaient juste besoin de savoir
3 sonneries de la grosse cloche suivies de 2 sonneries de la petite signifiaient qu'il était sûr de commencer la traversée. Une longue sonnerie continue signifiait danger. Le professeur Beaumont étudiait les données avec fascination. Et cela explique l'une des grandes anomalies historiques du Mont-Saint-Michel. Nous avons toujours été perplexes par le fait que, pendant certaines périodes, presque aucun décès par noyade n'était enregistré, alors que pendant d'autres périodes, les catastrophes étaient fréquentes. Les périodes sûres correspondent exactement aux périodes où nous savons qu'un observateur actif était en fonction. Quand l'observateur mourait et qu'il n'y avait pas de successeur immédiat, les décès augmentaient. Monseigneur Laurent se leva et marcha jusqu'aux cloches, passant sa main sur le bronze ancien. Donc ces cloches n'étaient pas juste la voix de Dieu appelant à la prière, elles étaient aussi la voix de Dieu protégeant ses enfants à travers la sagesse humaine. « Une belle façon de le voir, monseigneur, dit le père Moreau avec un sourire. Docteur Lefebvre leva la main. « J'ai une question. Si ce système était si efficace, pourquoi a-t-il été abandonné ? Même après la Révolution, quand l'abbaye a été rendue à l'Église en 1863, pourquoi n'a-t-on pas repris cette pratique ?» Camille avait trouvé la réponse dans les documents du XIXe siècle. Parce que la science avait rattrapé les temps. En 1863, la France avait déjà développé des tables de marée scientifiques modernes. Le service hydrographique de la marine publiait des prédictions précises. De plus, la passerelle reliant le mont à la terre ferme avait été construite en 1879, éliminant le besoin pour les visiteurs de traverser la baie à pied. « Et la chambre de marée ?» demanda Thomas. « Pourquoi personne ne l'a-t-il retrouvée quand les moines sont revenus ?» Monseigneur Moreau répondit « Parce que la tradition avait été brisée. Le dernier observateur, frère Augustin, est mort en exil pendant la Révolution. Les moines qui sont revenus en 1863 ne savaient rien de la chambre. Ils connaissaient le titre d'observateur uniquement comme une vieille tradition dont le sens véritable avait été perdu. » Camille sortit son ordinateur portable. « Mais maintenant, nous pouvons vérifier si le système fonctionnait vraiment. Dr Bertrand et son équipe à l'Ifremer ont pris les prédictions de marée enregistrées dans les volumes du XIVe siècle et les ont comparées aux calculs modernes pour les mêmes dates. » Dr Bertrand sourit. « Les résultats sont remarquables. Les prédictions médiévales étaient exactes à environ 15 à 30 minutes près. C'est extraordinaire, compte tenu qu'elles étaient faites sans ordinateur, sans satellite, juste avec des observations patientes et des calculs mathématiques. »« 15 minutes, répéta monseigneur Laurent. Assez précis pour sauver des vies. »« Exactement. » L'évêque resta silencieux pendant un long moment, regardant par la fenêtre du clocher vers la baie qui s'étendait en contrebas. Puis il se tourna vers Camille avec une expression de résolution. « Docteur Rousseau, voici ce que je propose. Cette découverte appartient à l'humanité, pas seulement à l'Église, mais elle fait partie de notre héritage spirituel autant que scientifique. Je vais demander au Vatican d'autoriser une collaboration complète avec la communauté scientifique pour étudier et préserver ces manuscrits. En retour, je vous demande de nous aider à honorer la mémoire des observateurs. » « Comment, monseigneur ? » « Nous allons restaurer la tradition. Pas de la même manière, bien sûr, nous n'avons plus besoin de calculer les marées manuellement, mais nous pouvons utiliser les cloches pour continuer à avertir les visiteurs des dangers de la baie. Et nous pouvons créer un mémorial aux observateurs, racontant leur histoire, montrant comment foi et science ont travaillé ensemble pour servir l'humanité. Camille sentit sa gorge se serrer d'émotion. C'était exactement la bonne approche. « Je serais honoré de participer, monseigneur. » Le professeur Beaumont intervint. « Il y a aussi la question de la publication scientifique. Camille, vous devez écrire cela. Cette histoire doit être racontée d'une manière qui capture son aspect humain. Les observateurs n'étaient pas juste des scientifiques, ils étaient des gardiens, des protecteurs. » Docteur Lefebvre sourit. « Alors écrivez un livre, un vrai livre, accessible au grand public. » Faites connaître l'histoire des gardiens des eaux. Les gardiens des eaux, répéta Camille. J'aime ça. Oui, c'est ce que je vais faire. Le reste de l'après-midi fut consacré à planifier les étapes suivantes. Les manuscrits devaient être soigneusement retirés de la chambre et transférés dans un environnement contrôlé pour conservation. Des experts en préservation de documents anciens seraient amenés. Chaque page serait photographiée, numérisée, transcrite. Mais Camille insista sur un point. La chambre elle-même devait être préservée intacte. C'est un monument historique en soi. Les fresques, la table de pierre, le tableau d'ardoise, tout cela raconte une histoire. Nous devons le préserver pour les générations futures.
Il fut décidé que la chambre serait restaurée et éventuellement ouverte au public de manière limitée. Peut-être pas lors de visites régulières, mais lors d'occasions spéciales, avec des guides appropriés. Alors que la réunion se terminait, le père Moreau prit Camille à part. « Il y a une chose que je veux vous montrer. Venez. » Il la conduisit dans sa petite cellule monastique et sortit d'une armoire un paquet enveloppé de tissu. Quand j'ai pris mes fonctions d'observateur symbolique, le père Guillaume m'a donné ceci. Il m'a dit que cela avait été transmis à chaque observateur depuis des temps immémoriaux, mais que personne ne savait plus ce que c'était. Il déplia le tissu, révélant un objet en bronze de la taille d'une main, complexe et magnifiquement travaillé. Camille le reconnut immédiatement. « C'est un astrolabe », dit-elle avec émerveillement, « un instrument de navigation et de calcul astronomique. Regardez l'inscription sur le dos. » Camille retourna l'instrument. Gravé dans le bronze, à peine lisible après tant de siècles, étaient des mots en vieux français. « Pour mesurer le ciel et protéger la terre, pour l'observateur des eaux en l'an 1123. » C'était leur outil, réalisa Camille, l'instrument qu'ils utilisaient pour leurs observations célestes pour calculer les positions de la Lune et du Soleil. « Et maintenant, dit le père Moreau, je voudrais que vous l'ayez. Vous êtes, dans un sens très réel, la nouvelle observatrice. Vous avez découvert leur secret et vous allez le partager avec le monde. » Camille prit l'astrolabe avec des mains tremblantes. Il était lourd, solide, portant le poids de 9 siècles d'histoire. « Père Moreau, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Utilisez-le, étudiez-le, découvrez ses secrets comme vous avez découvert ceux de la chambre. Et quand vous aurez fini votre travail, transmettez-le à celui ou celle qui continuera cette quête de connaissances. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôtel, Camille examina l'astrolabe à la lumière d'une lampe de bureau. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie médiévale, avec des disques rotatifs gravés de l'écliptique, des lignes de déclinaison, des pointeurs pour les étoiles majeures. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Sur le bord extérieur du disque principal, il y avait une série de marques qui ne correspondaient pas à rien qu'elle connaissait dans les astrolabes standards. Des petites noques, espacées irrégulièrement. Elle prit une loupe, examinant les marques de plus près, puis elle eut une intuition. Elle sortit les données de marée qu'elle avait compilées, les cycles de 18,6 ans, les périodes de marée exceptionnelles. Les marques correspondaient. Chaque encoche représentait une année de grande marée. L'astrolabe n'était pas seulement pour naviguer par les étoiles, c'était aussi un calculateur de marée, un outil spécialement adapté pour les besoins uniques de l'observateur du Mont-Saint-Michel. Camille sourit dans l'obscurité. Même maintenant, 6 siècles après, les observateurs lui enseignaient encore de nouvelles choses. Chapitre 6. La résurrection d'une tradition. 6 mois plus tard, par une journée claire d'avril, une cérémonie spéciale eut lieu au Mont-Saint-Michel. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées, des scientifiques, des historiens, des dignitaires ecclésiastiques, des officiels gouvernementaux et simples citoyens fascinés par l'histoire des gardiens des eaux. La chambre de marée avait été soigneusement restaurée, un système d'éclairage discret avait été installé et une passerelle permettait aux visiteurs de descendre en toute sécurité sans endommager les marches anciennes. Les manuscrits avaient été retirés pour conservation, mais des répliques exactes avaient été créées et replacées sur les étagères, donnant aux visiteurs un sens de ce que la chambre avait contenu. Mais aujourd'hui n'était pas juste une cérémonie d'ouverture d'un nouveau site touristique, c'était quelque chose de plus profond. Monseigneur Laurent se tenait devant l'assemblée, vêtu de ses robes épiscopales, le père Moreau à ses côtés. Camille était là aussi, tenant l'astrolabe ancien qui allait être placé dans un reliquaire spécial dans la crypte Notre-Dame sous terre. « Mes amis, » commença l'évêque, sa voix portant dans l'air printanier, « nous sommes ici aujourd'hui pour honorer la mémoire d'hommes dont les noms sont pour la plupart oubliés, mais dont le travail a sauvé des milliers de vies au cours de 8 siècles. » Les observateurs des eaux du Mont-Saint-Michel représentent quelque chose de rare et de précieux, l'union parfaite de la foi et de la raison, de la dévotion spirituelle et de la rigueur scientifique. Il fit une pause, regardant vers la baie où les eaux scintillaient sous le soleil. Pendant trop longtemps, nous avons accepté un faux récit qui oppose la religion à la science. Mais ces hommes, ces moines, savaient mieux. Ils comprenaient que comprendre le monde de Dieu était une forme de prière, que protéger les vies de ses enfants était une forme de culte. Le professeur Beaumont prit ensuite la parole, représentant la communauté scientifique.
La découverte du docteur Rousseau a bouleversé notre compréhension de l'histoire des sciences. Nous savons maintenant que la sophistication scientifique du Moyen Âge était bien plus grande que nous ne l'avions imaginé. Mais plus important encore, cette découverte nous rappelle que la science n'est pas juste une question de connaissances abstraites, elle est plus puissante quand elle est mise au service de l'humanité. Puis ce fut au tour de Camille. Elle s'avança, tenant l'astrolabe, sentant son poids physique et symbolique. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme, frère Augustin de Créance, le dernier observateur des eaux. En août 1793, alors que les soldats de la République venaient pour transformer l'abbaye en prison, il aurait pu fuir, il aurait pu emporter les manuscrits précieux et essayer de les sauver, mais au lieu de cela, il a choisi de les sceller ici, dans la chambre, les confiant à la mer et au temps. Elle leva l'astrolabe pour que tous puissent le voir. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait quelque chose d'essentiel. Ce savoir appartenait à cet endroit. Il était né de la baie, de ses marées, de ses dangers. Il avait été développé et maintenu par des générations de moines qui avaient consacré leur vie à observer, à calculer, à protéger. Frère Augustin savait que si ce savoir devait survivre, il devait attendre ici, jusqu'à ce que le bon moment vienne. Et le bon moment est venu, continua-t-elle. Nous vivons à une époque où nous pouvons enfin apprécier pleinement ce que les observateurs ont accompli. Une époque où nous ne devons plus choisir entre foi et science, mais où nous pouvons célébrer leur complémentarité. Une époque où nous pouvons apprendre de leur dévouement à utiliser la connaissance pour le bien commun. Elle se tourna vers le père Moreau. « Père, aujourd'hui, avec la bénédiction de l'Église, nous restaurons le titre d'observateur des eaux, non pas comme une position liturgique, mais comme une responsabilité éducative. Acceptez-vous cette charge ?» Le vieux moine s'avança, des larmes de joie sur ses joues. « J'accepte, avec humilité et gratitude. » Monseigneur Laurent plaça sur les épaules du père Moreau une étole spéciale, nouvellement créée, tissée avec des fils bleus et or représentant la mer et le ciel. Par cette étole, nous te nommons observateur des eaux du mont Saint-Michel. Que tu sois un gardien de l'histoire de ceux qui sont venus avant, un éducateur pour ceux qui viendront après et un pont entre la foi et la science. La foule applaudit, et Camille sentit une profonde satisfaction. Mais ce n'était pas fini. Le père Moreau prit la parole. « En tant que premier acte de mon nouveau rôle, je nomme le docteur Camille Rousseau comme observatrice adjointe et gardienne de l'astrolabe, qu'elle continue son travail d'étude et de partage de notre héritage. » Camille accepta avec gratitude, remettant l'astrolabe au père Moreau qui, après l'avoir examiné avec révérence, le plaça dans le reliquaire de verre qui avait été préparé. Puis vint la partie que Camille avait le plus attendue. À 16 heures précises, l'heure de marée haute ce jour-là, les clels de l'abbaye commencèrent à sonner. Mais pas n'importe quelle sonnerie, c'était le paterne ancien, celui décrit dans les manuscrits du XIVe siècle pour signaler une marée dangereuse. Le son résonna à travers la baie, majestueux et solennel. Camille imaginait les pèlerins médiévaux l'entendant, sachant qu'ils devaient attendre, que traverser maintenant signifierait la mort. Elle imaginait l'observateur dans sa chambre souterraine, consultant ses tables, calculant les moments sûrs, puis montant pour ordonner que les cloches sonnent pour sauver des vies. Quand les cloches se turent, un autre son prit leur place, le murmure de la marée elle-même, le flux éternel des eaux autour du mont. Ces marées continueront, longtemps avant que nous soyons tous partis, mais grâce au docteur Rousseau, grâce à tous ceux qui ont travaillé pour révéler ce secret, l'histoire des gardiens des eaux continuera aussi. Leurs noms vivent à nouveau, leur sagesse éclaire à nouveau. La cérémonie se termina. Une visite guidée de la chambre des marées. Camille conduisit le premier groupe, expliquant les fresques, montrant comment les moines avaient calculé les cycles de marée, racontant des histoires des différents observateurs dont elle avait lu les mots dans les manuscrits. Un petit garçon, peut-être 10 ans, leva la main. « Madame, est-ce que les moines étaient des super-héros » Camille sourit. « Oui, dans un sens, oui. Ils n'avaient pas de super-pouvoir, mais ils avaient quelque chose peut-être plus puissant, la patience d'observer, l'intelligence de comprendre et la compassion d'utiliser leurs connaissances pour le bien commun. » C'est une forme de super-pouvoir, tu ne crois pas ? Le garçon hocha la tête, ses yeux brillants d'admiration en regardant les fresques anciennes.
Cette nuit-là, après que tous les visiteurs soient partis, Camille se tenait seule sur les remparts de l'abbaye. La pleine lune se levait, énorme et argentée, exactement comme elle l'avait été pendant 1 millier de pleines lunes que les observateurs avaient observées avant elle. Thomas la rejoignit, portant 2 tasses de café chaud. « À quoi penses-tu » ? « Je pense à frère Ménard, écrivant les premiers mots du premier Liber Aestium en 966. Je me demande s'il savait que son travail continuerait pendant 8 siècles. Je me demande s'il imaginait qu'un jour, plus de 1000 ans plus tard, quelqu'un découvrirait sa chambre et raconterait son histoire au monde. Tu crois qu'il serait content » Camille réfléchit à cela. « Je pense qu'il serait humble. Tous les observateurs semblaient avoir été des hommes humbles. Ils ne cherchaient pas la gloire, ils faisaient juste leur travail. Observer les cieux, calculer les marées, protéger les pèlerins. Et maintenant, leur travail est préservé pour toujours. Grâce à frère Augustin, dit Camille. Il a pris le risque de tout sceller, de tout cacher, en espérant que quelqu'un le trouverait un jour. Ça aurait pu être perdu pour toujours si la marée du siècle n'était pas arrivée au bon moment, si je n'avais pas trouvé ce manuscrit à Avranches, si tant de choses n'étaient pas tombées en place. Tu ne crois pas au destin, n'est-ce pas ? Je crois aux probabilités, mais parfois les probabilités s'alignent de manière qui ressemble au destin. Ils restèrent silencieux pendant un moment, observant les vagues argentées lécher les murs de l'abbaye en contrebas. Puis Thomas dit « Tu sais, il y a quelque chose que je ne comprends pas toujours complètement. Pourquoi les observateurs ont-ils gardé ce savoir secret? Pourquoi ne pas l'avoir partagé avec d'autres monastères, d'autres centres d'apprentissage ?» Camille avait réfléchi à cette question pendant des mois. Je pense qu'ils avaient peur. Souviens-toi, ce savoir venait originellement de sources païennes, les druides. À certaines époques du Moyen-Âge, ça aurait pu être considéré comme de l'hérésie, de la sorcellerie. En gardant le secret confiné au mont, en ne le communiquant qu'oralement de maître à élève, ils protégeaient non seulement le savoir, mais aussi eux-mêmes. Une ironie tragique, observa Thomas. Ils possédaient une connaissance qui aurait pu faire progresser la science de plusieurs siècles, mais ils ne pouvaient pas la partager par peur de persécution. Oui, mais tu vois, ils ne pensaient pas en termes de « faire progresser la science ». Ce concept n'existait pas vraiment tel que nous le comprenons. Pour eux, c'était simple. Ils avaient un outil qui sauvait des vies et ils l'utilisaient. C'était suffisant. Un autre silence pensif. Puis Camille dit « Tu sais ce qui me touche le plus dans toute cette histoire ?» Quoi ? La continuité. Génération après génération, pendant 800 ans, chaque observateur a formé un successeur. Chacun a ajouté ses propres observations au volume. Chacun a maintenu la tradition vivante. Pense au dévouement que ça demandait. Penser non pas en années, mais en siècles. Savoir que ton travail ne serait peut-être jamais reconnu publiquement, mais le faire quand même parce que c'était la bonne chose à faire. Comme planter des arbres dont l'ombre ne te bénéficiera jamais, dit Thomas. Exactement. La lune continuait sa montée silencieuse. Quelque part dans la baie, un oiseau nocturne cria. Les eaux murmuraient leur chanson éternelle contre le rocher. « Camille, » dit Thomas, après un moment. « Ton livre, quand sera-t-il fini ?»« Bientôt, j'ai presque terminé le dernier chapitre. »« Comment vas-tu le finir ? Quelle sera la dernière pensée que tu laisseras au lecteur ?» Camille sourit. Je vais leur raconter ce qu'a fini d'écrire frère Augustin, ces mots qu'il a laissés alors que les soldats montaient pour le chasser de son abbaye, pour mettre fin à 800 années de tradition. Que Dieu protège ce savoir et qu'il serve un jour l'humanité, cita Thomas de mémoire. Oui, et puis je vais ajouter, sa prière a été exaucée, le savoir a été protégé, et maintenant il sert de nouveau. Pas de la même manière, peut-être, nous n'avons plus besoin de calculer les marées pour guider les pèlerins à travers la baie, mais l'esprit des observateurs, leur dévotion à utiliser la connaissance pour protéger et servir, leur compréhension que science et foi peuvent travailler main dans la main, cet esprit est plus nécessaire que jamais. C'est leur vrai légal. C'est ce qui doit continuer. Thomas hocha la tête avec approbation. C'est parfait. Tu crois ? Oui, parce que c'est vrai. Ils restèrent là pendant encore 1 heure, parlant de leurs plans futurs. Thomas allait poursuivre un doctorat, étudiant les réseaux de connaissances monastiques au Moyen-Âge. Camille allait continuer à analyser les manuscrits des observateurs en publiant des articles académiques et en préparant une édition critique complète des Liber Aestuum. Mais plus important,
elle allait écrire pour le grand public. Son livre, Les gardiens des eaux, 1000 ans de science au Mont-Saint-Michel, allait raconter cette histoire de manière à capturer l'imagination des gens, à leur faire voir le Moyen-Âge sous un nouveau jour, à leur montrer que l'histoire humaine de la recherche du savoir était plus riche et plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Chapitre 7. L'héritage. 2 ans plus tard, le livre de Camille avait été publié et était devenu un best-seller surprise. Elle avait fait des conférences à travers l'Europe, avait été interviewée à la télévision, avait reçu des prix prestigieux. Mais ce n'était pas la célébrité qui la satisfaisait, c'étaient les lettres. Des centaines, puis des milliers de lettres de lecteurs, des enseignants disant qu'ils utilisaient le livre dans leurs cours, des scientifiques disant que ça leur rappelait pourquoi ils avaient choisi leur vocation, des gens ordinaires disant que ça avait changé leur compréhension de l'histoire. Mais la lettre qui toucha le plus Camille vint d'un endroit inattendu, un monastère bénédictin en Irlande. « Cher docteur Rousseau », écrivait le frère Patrick O'Brien, « je suis un jeune moine de 28 ans et votre livre m'a profondément ému. J'ai choisi la vie monastique parce que je cherchais une vie de prière et de contemplation, mais après avoir lu l'histoire des observateurs, je comprends que notre tradition monastique a toujours été aussi une tradition de service à travers la connaissance. J'ai donc décidé de combiner mes vœux religieux avec une formation scientifique. Je commence un doctorat en biologie marine, étudiant les écosystèmes côtiers. Je veux être un gardien de l'eau pour notre époque, utilisant la science moderne pour protéger la création de Dieu. Merci de m'avoir montré que c'était possible. » Camille pleura en lisant cette lettre. C'était exactement ce qu'elle avait espéré accomplir. Non pas juste documenter le passé, mais inspirer le futur. Elle était maintenant debout dans la chambre des Marais, qui avait été officiellement ouverte au public l'année précédente. Un flot constant de visiteurs venait chaque jour, admirant les fresques, apprenant l'histoire, s'émerveillant de l'ingéniosité des moines médiévaux. Le père Moreau, maintenant âgé de 77 ans, mais toujours plein de vitalité, la rejoignit. « Nous avons eu un visiteur spécial aujourd'hui, » dit-il avec un sourire mystérieux. « Oh, qui ?»« Un descendant de frère Augustin de Créance, un homme nommé Michel Créance, qui vit à Paris. Il a apporté quelque chose que je pense que tu devrais voir. » Il la conduisit à son bureau, où attendait un homme élégant dans la soixantaine, tenant une petite boîte de bois. « Docteur Rousseau, » dit Michel Créance, se levant pour lui serrer la main, « c'est un honneur. Votre livre m'a conduit ici. Vous voyez, j'ai toujours su que mon ancêtre avait été moine au Mont-Saint-Michel, mais je ne savais pas quelle avait été sa véritable importance jusqu'à ce que je lise votre livre. »« La famille de frère Augustin, » dit Camille avec émerveillement. « Je ne savais pas qu'il avait des descendants. » Il avait un frère plus jeune qui a eu des enfants. La lignée a continué, et certaines choses ont été transmises à travers les générations. Il ouvrit la boîte, révélant un petit journal miraculeusement bien préservé. C'est le journal personnel de frère Augustin, écrit dans les derniers mois avant qu'il ne scelle la chambre. Mon ancêtre l'a donné à son frère pour le garder en sécurité avant de retourner à l'abbaye pour la dernière fois. Camille prit le journal avec des mains tremblantes. Elle l'ouvrit à une page au hasard et commença à lire. 15 juillet 1793. Le monde s'effondre autour de nous. L'ordre ancien disparaît. Mais je refuse de croire que tout est perdu. Dans ma chambre, sous l'abbaye, reposent 8 siècles de savoir patient, de dévouement, de service. Ce n'est pas juste de la science, c'est de l'amour. L'amour de frère Ménard pour les pèlerins qu'il n'a jamais rencontrés, mais qu'il voulait protéger. L'amour de chaque observateur qui a passé des nuits croides à observer la lune et les étoiles, non pas pour la gloire personnelle, mais pour que d'autres puissent traverser la baie en sécurité. Si cet amour peut être préservé, s'il peut survivre à cette tempête de folie qui balaie la France, alors tout n'est pas perdu, alors il y a de l'espoir. Camille leva les yeux, les larmes aux yeux. Pouvons-nous publier cela ? C'est pour cela que je l'ai apporté, dit Michel Créance. Mon ancêtre voulait que son histoire soit connue. Maintenant, grâce à vous, elle l'est. Ce journal appartient à l'histoire, pas à ma famille. Dans les mois suivants, Camille prépara une édition annotée du journal de frère Augustin. Les entrées étaient parfois techniques, détaillant ses calculs de marée et ses observations, mais elles étaient aussi profondément personnelles, révélant un homme de foi profonde qui luttait avec les bouleversements de son temps, qui craignait pour l'avenir, mais gardait espoir.
La dernière entrée, datée du 14 août 1793, un jour avant qu'il ne scelle la chambre pour la dernière fois, était particulièrement poignante. « Demain, je ferai ce qu'il doit être fait. Je scellerai la chambre, cachant notre trésor de savoir. Certains diront que je devrais essayer de sauver les manuscrits, de les emporter avec moi. Mais où irai-je ? Dans ce nouveau monde révolutionnaire, un moine en fuite avec des livres anciens serait suspect. Il serait confisqué, peut-être détruit. Non. Ils sont plus en sécurité ici, dans la chambre que nos ancêtres ont construite, protégés par les mêmes marées que nous avons étudiées pendant tant de siècles. Les grandes marées viendront à nouveau, dans 18 ans, dans 36 ans, dans un siècle. Et quand elles viendront, si Dieu le veut, quelqu'un les découvrira. Quelqu'un qui comprendra leur valeur, quelqu'un qui racontera notre histoire. Je ne saurai jamais si mon pari réussira. C'est un acte de foi, je suppose. Mais toute ma vie a été un acte de foi. Foi en Dieu, certainement, mais aussi foi en l'humanité. Foi que le désir de connaître et de protéger survivra même aux temps les plus sombres. Si vous lisez ceci, inconnu du futur, sachez que vous étiez dans mes prières ce soir. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans la préservation de ce que nous avons créé. Quand le journal fut publié, il devint immédiatement un classique. Des étudiants en histoire, en théologie, en philosophie des sciences l'étudiaient. Des dramaturges écrivaient des pièces sur Frère Augustin. Des compositeurs créaient de la musique inspirée par son histoire. Mais pour Camille, la vraie mesure du succès était différente. C'étaient les initiatives qu'elle voyait émerger, inspirées par l'histoire des observateurs. Un groupe d'étudiants en ingénierie de l'école polytechnique créa un projet pour développer des systèmes d'alerte de tsunami pour les communautés côtières pauvres, se considérant comme des gardiens de l'eau moderne. Une organisation de moines et de moniales catholiques lança une initiative pour documenter les connaissances écologiques traditionnelles détenues par les communautés monastiques à travers le monde, reconnaissant que, comme les observateurs, ils avaient souvent des siècles d'observation environnementale précieuses. Des scientifiques et des leaders religieux commencèrent à se rencontrer régulièrement pour dialoguer, utilisant l'histoire des observateurs comme exemple de comment foi et raison pouvaient travailler ensemble. 5 ans après la découverte initiale, une conférence internationale fut organisée au Mont-Saint-Michel. Science et spiritualité, apprendre des gardiens de l'eau. Des participants vinrent du monde entier, de toutes les traditions religieuses et de toutes les disciplines scientifiques. Camille donna la conférence d'ouverture. Elle se tenait dans la grande salle de l'abbaye, regardant les centaines de visages devant elle. Et commença. Il y a 5 ans, je suis descendu dans une chambre cachée sous cette abbaye. Je m'attendais à trouver de l'histoire. Ce que j'ai trouvé était bien plus. J'ai trouvé une leçon pour notre époque. Les observateurs des eaux nous montrent qu'il n'a jamais été nécessaire de choisir entre foi et science, entre dévotion spirituelle et rigueur intellectuelle. Ils nous montrent que la vraie sagesse vient de l'humilité d'observer patiemment, de la diligence de documenter soigneusement et de la compassion d'utiliser nos connaissances pour protéger et servir. Elle fit une pause, laissant ces mots résonner. Dans notre monde moderne, nous sommes confrontés à des défis immenses. Changement climatique, pandémie, inégalités, conflits. Ces défis requièrent à la fois l'excellence scientifique et la profondeur spirituelle. Ils requièrent que nous soyons à la fois rigoureux et compatissants, à la fois précis et éthiques. Les observateurs ne peuvent pas résoudre nos problèmes pour nous, mais ils peuvent nous inspirer. Ils peuvent nous montrer qu'il est possible de maintenir une tradition de service pendant des siècles, de penser au-delà de notre propre vie, de notre propre génération. Ils peuvent nous rappeler que le vrai progrès ne vient pas de la conquête ou de la domination, mais de la compréhension et de la protection. Quand elle finit, l'audience se leva en applaudissant. Mais Camille pensait à autre chose. Elle pensait à frère Maynard, écrivant les premiers mots du premier Liber à Estume, il y a plus d'1 000 ans. Elle pensait à frère Augustin, scellant la chambre avec espoir et prière. Elle pensait à tous les observateurs entre eux, travaillant patiemment, génération après génération. Ils n'auraient jamais imaginé ce moment. Ils n'auraient jamais imaginé que leur travail serait découvert et célébré 1000 ans après. Mais d'une certaine manière, c'était exactement ce qu'ils avaient fait. Ils avaient travaillé non pour la gloire immédiate, mais pour quelque chose de plus durable. Ils avaient planté des cides dont les fruits seraient récoltés par des gens qu'ils ne rencontreraient jamais. C'était, réalisa Camille, une forme de foi plus profonde que tout dogme.
C'était la foi que le bienfait aujourd'hui porterait des fruits demain ou dans 1000 ans. La foi que la connaissance partagée, le service rendu, l'amour exprimé à travers le dévouement patient ne serait jamais vraiment perdu. Épilogue. Les nouvelles marées. 10 ans après la découverte initiale, Camille se tenait encore une fois sur la digue de Genêt, regardant le mont Saint-Michel. Elle avait maintenant 52 ans. Ses cheveux montraient des fils gris et elle portait des lunettes pour lire. Mais ses yeux brillaient toujours de la même curiosité intellectuelle qui l'avait poussée à chercher la chambre des marées tant d'années auparavant. À côté d'elle se tenait une jeune femme de 25 ans, Maya Chen, sa nouvelle étudiante de doctorat. Maya étudiait l'histoire des systèmes de connaissances environnementales dans les traditions religieuses asiatiques, cherchant des parallèles aux observateurs du mont Saint-Michel. « Professeur Rousseau, dit Maya, pensez-vous que nous trouverons d'autres chambres comme celle-ci, d'autres endroits où des moines ou d'autres communautés religieuses ont préservé des connaissances scientifiques avancées ?» Camille réfléchit à la question. Au cours de la dernière décennie, plusieurs découvertes similaires avaient été faites. Un monastère tibétain avec des siècles d'observations météorologiques, une communauté soufie en Perse avec des enregistrements astronomiques détaillés, un groupe de nonnes en Irlande qui avait documenté les cycles de migration des oiseaux pendant 400 ans. « Je pense que nous en sommes juste au début, » répondit Camille. L'histoire regorge de connaissances cachées attendant d'être redécouvertes. Mais tu sais, Maya, ce n'est pas vraiment une question de trouver plus de chambres secrètes, c'est une question de changer notre perspective, de réaliser que l'histoire de la science humaine est plus riche, plus diverse, plus complexe que nos récits simplifiés ne le laissent entendre. « Et la prochaine marée du siècle ?» demanda Maya. « Elle arrive dans 13 ans. Allez-vous retourner dans la chambre ?»« Oh oui, absolument. Il y a encore tant à apprendre. Chaque fois que j'étudie les manuscrits, je découvre quelque chose de nouveau. Mais la prochaine fois, je ne serai pas seul. Il y aura une équipe de scientifiques, d'historiens, de conservateurs. Nous documenterons tout avec les meilleures technologies disponibles. » Elle se tourna vers son étudiante. « Mais tu sais ce qui est vraiment excitant ? Ce ne sont pas les découvertes que nous avons déjà faites, ce sont celles qui nous attendent encore. Les observateurs ont étudié les marées pendant 800 ans. Ils ont accumulé plus de données que n'importe qui avant l'ère moderne. Quand nous analyserons complètement tout ce qu'ils ont enregistré, nous aurons peut-être des aperçus sur les changements climatiques à long terme, sur les cycles océaniques, sur des choses que nous ne pouvons même pas encore imaginer. « Une conversation à travers les siècles, » dit Maya pensivement. « Exactement. C'est ce qui est si beau dans la science. C'est cumulatif. Chaque génération construit sur le travail de la précédente. Les observateurs ont créé une fondation. Maintenant, nous construisons dessus, et les générations futures construiront sur notre travail. » Elles restèrent silencieuses pendant un moment, regardant le jeu de la lumière sur l'eau. C'était marée basse, et les vastes étendues de la baie étaient visibles, exactement comme elles l'avaient été le jour où Camille avait trouvé l'entrée de la chambre. Le téléphone de Camille sonna. C'était Thomas, qui était maintenant professeur à l'université de Rennes. « Camille, tu as vu les nouvelles ?»« Quelles nouvelles ?» Le Vatican vient d'annoncer qu'ils vont ouvrir leurs archives secrètes aux chercheurs scientifiques. Ils citent explicitement l'exemple des observateurs du mont Saint-Michel comme modèle de collaboration entre foi et science. C'est énorme. Camille sentit une vague de satisfaction la submerger. « C'est merveilleux, Thomas, vraiment merveilleux. Et il y a autre chose. Tu te souviens du frère Patrick O'Brien, le moine irlandais qui t'avait écrit ? Bien sûr. Il vient de publier une étude révolutionnaire sur les écosystèmes de tourbières. Ces méthodes combinent la biologie moléculaire moderne avec des techniques d'observation patiente qu'il dit avoir apprises de l'exemple des observateurs. C'est brillant, vraiment brillant. » Après avoir raccroché, Camille partagea les nouvelles avec Maya, qui était ravie. « Vous voyez, c'est ça le vrai légué des observateurs. Non juste leur découverte scientifique spécifique, aussi importante soit-elle, mais l'exemple qu'ils ont donné. Comment vivre une vie de service, comment combiner rigueur intellectuelle et engagement éthique, comment penser au-delà de sa propre vie et travailler pour le bien de générations futures. » Maya hocha la tête. Puis elle demanda « Professeur, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. » « Avez-vous des regrets sur ces 10 dernières années ? Je veux dire, votre découverte vous a rendu célèbre, mais elle a aussi consommé votre vie. Vous auriez pu faire tant d'autres choses. »
Camille réfléchit sérieusement à la question. Des regrets? Non, aucun. Vois-tu, Maya, je crois que chacun de nous a un rôle à jouer dans la grande conversation de l'humanité. Certains rôles sont grands et visibles, d'autres sont petits et cachés. Les observateurs avaient leur rôle, observer, calculer, protéger. Mon rôle était de découvrir leur travail et de le partager avec le monde. Et maintenant, ton rôle sera de continuer cette exploration, de trouver d'autres histoires, de révéler d'autres vérités. C'est une belle façon de voir les choses, dit Maya doucement. C'est la seule façon de voir les choses qui donne un sens. Nous ne sommes pas des individus isolés, accomplissant des exploits héroïques seuls. Nous sommes des liens dans une longue chaîne, des notes dans une symphonie qui dure depuis des millénaires et continuera longtemps après que nous soyons partis. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, peignant le ciel en nuances d'or et de rose. Les eaux de la baie scintillaient, et le mont Saint-Michel lui-même semblait briller, comme s'il était fait de lumière plutôt que de pierre. « Allons-y, » dit Camille. « Il est presque l'heure de la visite du soir de la chambre. Le père Moreau nous attend. » Elles marchèrent ensemble vers l'abbaye, 2 générations de chercheuses, liées par leur dévouement à révéler les vérités cachées du passé et à les rendre accessibles pour le futur. Dans la chambre des Marais, maintenant illuminée par des lumières douces et visitée par des milliers de personnes chaque année, les fresques anciennes racontaient toujours leur histoire. Les moines qui les avaient peintes étaient morts depuis des siècles, mais leur travail vivait, leur savoir vivait, leur exemple vivait. Le père Moreau, maintenant âgé de 80 ans mais toujours alerte, les accueillit avec un sourire chaleureux. « Camille, Maya, bienvenue. J'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. » Il les conduisit vers le reliquaire où l'astrolabe était exposé. Un collectionneur privé nous a contactés. Il possède ce qu'il croit être un autre instrument des observateurs, acheté lors d'une vente aux enchères il y a des années sans connaître son origine. Il veut le donner à l'abbaye. Camille examina les photos que le père Moreau lui montrait. C'était un instrument de mesure des angles, magnifiquement fabriqué en laiton, avec des inscriptions en latin. « C'est authentique, » dit-elle après une étude attentive. « Regardez ces marques, ce sont les mêmes symboles utilisés dans les manuscrits. Mon Dieu, c'est un quadrant, utilisé pour mesurer l'altitude des corps célestes. »« Il y a plus, » dit le père Moreau. Le collectionneur a trouvé une note avec l'instrument. Elle dit qu'il appartenait à « l'observateur des eaux » pour mesurer les cieux et protéger les pèlerins. Maya était émerveillée. Donc, même maintenant, des siècles plus tard, des pièces de leur histoire continuent de revenir à la maison? « C'est comme ça que ça fonctionne, » dit Camille. « L'histoire ne reste jamais vraiment enterrée. Elle a une façon de refaire surface, de révéler ses secrets quand le moment est venu. » Ils passèrent l'heure suivante dans la chambre, Camille expliquant à Maya les subtilités des fresques, le père Moreau partageant des histoires des différents observateurs dont il avait étudié les vies. Quand ils remontèrent finalement à la surface, la nuit était tombée. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, les mêmes étoiles que frère Ménard avait observées plus de 1000 ans auparavant. « Regardez, » dit Camille, pointant vers le ciel. La lune est presque pleine. Dans 3 jours, ce sera la pleine lune. Les marées seront fortes. Les observateurs auraient su exactement à quel point, dit Maya. Ils auraient calculé l'heure exacte de la marée haute à la minute près, ajouta le père Moreau. Camille sourit. Et nous continuons leur tradition. Différemment, bien sûr. Nous utilisons des ordinateurs et des satellites plutôt que des observations manuelles, mais l'esprit est le même. Observer, comprendre, protéger. Elle leva les yeux vers le clocher de l'abbaye où les cloches attendaient silencieusement. Vous savez, chaque jour, des millions de personnes dans le monde bénéficient de systèmes d'alerte de marée, de prévisions météorologiques, de systèmes d'avertissement de tsunami. Tout cela est construit sur le même principe que les observateurs ont utilisé. Observer la nature patiemment, développer des modèles pour prédire son comportement, utiliser cette connaissance pour protéger les vies humaines. Ils étaient à leur époque, dit Maya. Non, corrigea Camille. Ils étaient exactement de leur époque. Ils faisaient ce que les humains ont toujours fait, essayer de comprendre le monde autour d'eux et utiliser cette compréhension pour aider leur communauté. C'est nous qui étions en retard, en n'apprécions pas ce qu'ils avaient accompli. Le père Moreau posa sa main sur l'épaule de Camille.
Mais maintenant, grâce à vous, nous apprécions. Leur histoire est connue, leur exemple inspire. C'est un beau cadeau que vous avez donné au monde, Camille. » Elle secoua la tête modestement. « Ce n'était pas vraiment moi, j'ai juste été au bon endroit au bon moment. La marée du siècle a révélé la chambre, j'ai eu la chance de la trouver. » « La chance favorise l'esprit préparé, cita Maya. Vous avez passé des années à vous préparer, à étudier, à chercher. Quand le moment est venu, vous étiez prête. » Ils restèrent là encore quelques minutes, 3 générations de gardiens du savoir, regardant le mont Saint-Michel qui se dressait contre le ciel étoilé, éternel et changeant à la fois. Puis, Camille dit quelque chose qu'elle avait pensé pendant longtemps, mais jamais exprimé à voix haute. « Vous savez, je pense parfois que frère Augustin savait. Quand il a scellé la chambre, quand il a écrit sa dernière entrée dans son journal, je pense qu'il savait que son pari réussirait. Pas de certitude logique peut-être, mais avec une certitude plus profonde. Une certitude qui vient de la foi dans la curiosité humaine, dans notre désir inaccessible de savoir, de comprendre, de découvrir. Une foi dans l'humanité elle-même, dit le père Moreau doucement. Oui, et cette foi a été justifiée. Nous avons trouvé ce qu'il a caché. Nous avons honoré ce qu'il a préservé. Et maintenant, nous le transmettons à la prochaine génération. Elle regarda Maya. Comme il l'a fait, comme tous les observateurs l'ont fait. C'est ce que signifie être humain, transmettre la connaissance, builder sur le passé, espérer l'avenir. Camille hocha la tête. Et c'est ce que les observateurs nous ont appris finalement. Non pas juste des faits sur les marées ou la mécanique céleste, aussi important soit-il, mais quelque chose de plus fondamental. Comment vivre une vie qui a du sens, une vie de service, une vie connectée à la fois au passé et au futur. Les cloches de l'abbaye commencèrent soudain à sonner, marquant l'heure. Le son se répercuta à travers la baie, porté par le vent, atteignant loin dans la nuit. C'était le même son que de milliers de pèlerins médiévaux avaient entendu, un son de guidance, d'avertissement, de protection. « Les cloches parlent toujours », murmura Camille. « Et nous écoutons toujours », ajouta le père Moreau. « Et nous continuerons toujours », conclut Maya. Les 3 restèrent là, dans le silence après que les cloches se soient tues, chacun perdu dans ses propres pensées, mais tous unis par un sentiment commun de connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Une tradition de savoir, de service, de dévouement qui avait commencé il y a plus de 1000 ans et continuerait, sous de nouvelles formes peut-être, mais avec le même esprit essentiel. En bas, dans la baie, les marées continuaient leur danse éternelle, obéissant aux mêmes lois de la nature que les observateurs avaient si patiemment étudiées. La lune tirait les eaux, le soleil ajoutait son influence, et les humains, avec leur curiosité, leur intelligence et leur compassion, observaient, comprenaient et protégeaient. C'était le légat des gardiens de l'eau, c'était leur cadeau à l'humanité, et c'était un cadeau qui ne serait jamais perdu tant qu'il y aurait des gens prêts à écouter, à apprendre et à continuer la tradition. La nuit s'approfondissait sur le mont Saint-Michel, les étoiles brillaient, les vagues murmuraient, et dans le cœur de l'ancienne abbaye, dans une chambre qui avait attendu des siècles pour révéler ses secrets, l'esprit des observateurs vivait encore, patient, sage et éternellement dévoué au service de l'humanité.